La conscience, c'est sans doute le plus grand mystère qu'il nous reste à élucider. C'est cette expérience intime d'exister, le fait de ressentir une douleur, de percevoir la couleur rouge, d'entendre une mélodie. Mais au fond, qu'est-ce que c'est, vraiment? Parce que, après des décennies de recherche, il faut bien l'admettre, la science est toujours face à un mur. Le cœur du problème, c'est qu'il n'y a pas une seule théorie de la conscience qui fasse l'unanimité. Pas une. C'est un véritable champ de bataille d'idées. Des dizaines de théories s'affrontent et aucune ne semble prendre le dessus. Mais pourquoi un tel chaos? Alors, quelles sont les pistes? Certains parlent de la théorie de l'information intégrée, une sorte de mesure de la complexité et de l'interconnexion d'un système. D'autres imaginent plutôt un espace de travail global dans notre cerveau, comme une grande scène centrale où l'information serait projetée pour qu'on en prenne conscience. Et puis, il y a des hypothèses encore plus audacieuses qui vont chercher des explications du côté de la physique quantique. Bref, on a de tout, du neurobiologique au fondamental, et souvent, ces idées se contredisent complètement. Des chercheurs comme Adrien Douerig, Aaron Schurger et Michael Herzog ont mis un nom là-dessus. Un bourbier conceptuel. L'idée, c'est que le trop-plein de théories est devenu le problème lui-même. C'est un obstacle au progrès. La grande question, c'est comment on sort de là? Bon, voilà le programme pour y voir plus clair. D'abord, on va constater l'ampleur du désordre avec toutes ces théories. Ensuite, on verra pourquoi il est crucial d'avoir des critères solides pour les juger. On enchaînera avec 4 tests empiriques clés, on regardera comment les théories actuelles s'en sortent face à eux, et on terminera en se posant la question ultime. Mais alors, qu'est-ce que la conscience? On commence donc par le constat de départ. Des dizaines de théories existent, mais elles ne peuvent pas toutes être vraies. La science de la conscience a désespérément besoin d'un outil pour faire le tri. Et c'est justement là qu'intervient la proposition de ces chercheurs. Pour eux, le problème, ce n'est pas qu'on manque d'idées, bien au contraire, c'est qu'il nous manque une règle commune pour les mesurer, un étalon pour l'esprit si l'on veut. La solution proposée est donc simple, mais radicale. Établir une liste de critères stricts. Une sorte de cahier des charges avec des tests empiriques très rigoureux que n'importe quelle théorie de la conscience doit réussir. C'est une façon de séparer le bon grain de l'ivraie, les pistes prometteuses des impasses. Alors, regardons de plus près ces fameux critères. Il faut les voir comme un véritable parcours du combattant pour les théories de la conscience. Il y a 4 tests principaux, le test du cas paradigmatique, le test du dépliage, le test du petit réseau et enfin le test des autres systèmes. Premier critère, le test du cas paradigmatique. C'est simple. Une bonne théorie doit être capable d'expliquer des différences évidentes. Par exemple, la différence entre voir clairement une image et une image dite masquée que le cerveau traite sans qu'on la voie consciemment, ou encore ce qui distingue l'état d'éveil d'un sommeil profond et sans rêve. La théorie doit rendre compte de ce contraste. Deuxième test, l'argument du dépliage. Alors là, c'est un peu plus technique, mais c'est absolument essentiel. Imaginez un réseau de neurones très complexe, plein de boucles, de connexions qui reviennent en arrière. Eh bien, mathématiquement, on peut déplier ce réseau pour en faire un circuit tout simple, en une droite, qui produit exactement le même résultat. La question qui tue est donc, si une théorie affirme que seul le réseau complexe est conscient, comment pourrait-on le prouver étant donné que le réseau simple se comporte de façon identique? La théorie devient impossible à tester. Troisième épreuve, le test du petit réseau. C'est un vrai défi. Si on applique les règles d'une théorie à la lettre, est-ce qu'un système ultra simple, comme 2 neurones connectés, pourrait être considéré comme conscient? Beaucoup de théories, sans le vouloir, flirtent avec le panpsychisme, l'idée que la conscience est partout. Elles doivent donc être capables d'expliquer, sans que ce soit arbitraire, pourquoi un thermostat n'est pas conscient, mais un cerveau, oui. Et enfin, 4e test, celui des autres systèmes. Une théorie ne peut pas se limiter à décrire ce qui est suffisant pour la conscience dans un cerveau humain standard. Non, elle doit définir ce qui est nécessaire, ce qui est fondamental à la conscience dans n'importe quel système, que ce soit un animal, une IA ou même un être humain dont le cerveau aurait une structure très différente de la nôtre. Bon, le moment de vérité. Comment les théories actuelles s'en sortent face à ce parcours du combattant? C'est l'heure de faire les comptes. Prenons un exemple très connu, la théorie de l'information intégrée ou IIT. En gros, elle dit que la conscience est une mesure de l'information intégrée d'un système, une valeur qu'on appelle phi. Et ce phi dépend de la structure causale du système, notamment de ses connexions en boucle, de sa complexité interne. Et c'est là que ça devient fascinant. On peut regrouper les théories en 4 grandes familles. Et chose incroyable, chaque famille semble avoir son propre talon d'Achille, échouant systématiquement au même test.
Par exemple, la classe I, les théories sur la synchronisation neuronale, elle cale sur le test des cas paradigmatiques. La classe 2, comme l'IAT qu'on vient de voir, se fait piéger par l'argument du dépliage. Ensuite, la classe 3, les théories computationnelles comme celle de l'espace de travail global, elles butent sur le problème du petit réseau, risquant de voir de la conscience un peu partout. Et pour finir, la classe 4, les théories très ancrées dans la biologie humaine, elles ont du mal à passer le test des autres systèmes. Ce cadre nous montre noir sur blanc les faiblesses structurelles de nos approches actuelles. D'accord. Après cette analyse assez impitoyable, la question reste entière. Qu'est-ce que la conscience alors? Et surtout, qu'est-ce que ce grand ménage nous dit sur la direction à prendre pour la suite? Les auteurs proposent une analogie vraiment parlante. La recherche sur la conscience aujourd'hui, c'est peut-être comme l'étude du magnétisme dans l'Antiquité. Les Grecs connaissaient les aimants, mais ils pensaient que c'était une sorte d'âme dans la pierre. Il a fallu attendre des siècles, et surtout la découverte d'un autre phénomène, l'électricité, pour enfin comprendre ce qu'était le magnétisme. Et si notre erreur fondamentale était là? Si on essayait de plaquer la conscience sur des choses qu'on connaît déjà, le calcul, les neurones, la physique quantique, peut-être que la conscience n'est pas un de ces processus connus qu'il faut juste identifier. Peut-être que c'est un principe scientifique complètement nouveau qui reste à découvrir. On se quitte donc avec cette question vertigineuse. La conscience est-elle une propriété fondamentale de la nature qui attend qu'on la découvre, un peu comme l'électromagnétisme? Ou bien est-ce qu'on est face à un problème si différent qu'il faudra inventer une science entièrement nouvelle, avec des outils qu'on n'imagine même pas encore? Une chose est sûre, l'aventure ne fait que commencer.